Mesdames, Messieurs. Bienvenue cordiale ici pour notre soirée avec trois écrivaines ici. C'est un grand expériment ici. Nous sommes une grande équipe et nous avons un grand nombre d'interprètes aussi. Et bien sûr, les personnes essentielles ici sur scène. Vous savez que c'est une soirée dans le cadre du Salon du Livre. Nous représentons ici l'UNIC. C'est le réseau d'instituts culturels européens. Donc, à Francfort, nous avons l'Institut franco-allemand, l'Institut italien et l'Instituto Cervantes. Je suis Ferrante, ici le directeur de l'Instituto Cervantes. Donc, je vous souhaite la bienvenue au nom de Dominique Petre et de la personne de l'Institut de la Cultura Italiana et de l'Institut Goethe ici. À l'Instituto Cervantes, vous pouvez apprendre la langue espagnole, assister à des soirées comme celle-là. Nous faisons tout ce que nous faisons sur la base de notre conviction européenne. Aujourd'hui, nous voulons souligner l'importance de ceci par cette soirée qui nous permet donc de ne pas tout faire en anglais, mais vraiment de faire traduire de chaque langue vers toutes les autres langues. Donc, si vous avez besoin de traduction dans une langue ou une autre, vous pouvez toujours vous munir de casques pour écouter la traduction simultanée. Die Protagonistinnen des heutigen Abends sind Nastasia. Nous avons ici Nastasia Martin, Dacia Marini de l'Italie et Rosa Montero de l'Espagne. Bienvenue à vous ici. Der Herr auf der Bühne ist Dr. Monsieur, c'est Dr. Armin Donga-Sternberg, chef de l'Office des affaires multiculturelles. Merci beaucoup de faire la modération de cette soirée. Au nom de l'UNIC, j'aimerais remercier la Banque centrale européenne et l'Office culturel de Francfort qui nous a permis la traduction dans ces trois langues. Donc, nous sommes ici dans le cadre du Salon de livres. Après le Canada, ce sera l'Espagne qui sera l'invité d'honneur de l'année prochaine. C'est donc le départ pour cette année espagnole en 2002. Et je sais que certains responsables sont ici, comme Maria José Calves, ici, du ministère culturel de l'Espagne. Merci beaucoup d'être venu. Et Denia Marco, la commissaire, donc, pour cette présentation de l'Espagne au salon de l'année prochaine. Merci beaucoup d'être venu et je vous souhaite une soirée fort intéressante et passe la parole à Dr. Armin Donga-Sternberg. Ja, einen schönen guten Abend. Ah, bonne soirée. Ici, dans les 4 langues qui sont présentes aujourd'hui, là, nous devons maintenant vraiment nous servir des micros, des casques. C'est comme un gamer. J'ai donc maintenant 1 heure devant nous, 1h30, ici sur l'invitation d'UNIC à l'Institut Cervantes, UNIC, qui est donc le réseau des instituts culturels européens qui ont ici à Francfort un groupe pour l'Institut français, l'Instituto Cervantes et l'Institut italien. Et nous avons aussi l'Institut Goethe ici à Francfort. Ces 4 instituts ont préparé cette soirée. Je suis aussi invitée comme vous autres. C'est pour cela que je dis merci beaucoup d'avance. Et je dis merci également au nom de ces organisations aux 3 dames ici. Donc tout d'abord Dacia Marini, ensuite Nastasia Martin et Rosa Montero. Bienvenue à vous 3 ici. Und
Jetzt werden Sie gemerkt, Et vous avez certainement remarqué que l'alphabet, bien sûr, vient donc de M, hein, Maraini, Montera et Martin. C'est très pratique. Donc, lorsque vous allez, après cette soirée, aller dans une librairie, vous trouverez ces deux sous la lettre M. La quatrième langue, c'est la modération allemande. Je suis Armin de Ungern-Sternberg. Je travaille pour la ville de Francfort et je dirige l'Office des affaires multiculturelles de Francfort. C'est une particularité à Francfort. C'est l'office le plus ancien concernant donc la diversification, l'antidiscrimination. Il y a une trentaine d'années, nous avons commencé avec 11 personnes. Maintenant, nous sommes à 70 personnes et nous avons notre propre centre culturel. Et vous pouvez vraiment nous chercher sur Google. Et pourquoi est-ce que je souligne ceci? Parce que maintenant, lorsqu'on voit Francfort, je peux vous dire donc bienvenue au nom de la ville internationale, au nom du salon du livre. Et c'est aussi la ville la plus internationale de l'Allemagne. Vous n'êtes pas les représentantes uniquement de la littérature étrangère, mais dans notre ville, il y a beaucoup de gens d'autres pays qui vivent, rêvent ici dans leur propre langue. 70% de nos enfants ici apprennent plusieurs langues, français, espagnol, italien, comme deuxième, troisième langue de famille. Donc, je ne pense pas uniquement à la République française, mais aussi à la francophonie. L'espagnol, c'est une langue espagnole et nous deux, on inclut aussi la Suisse italienne. Et puis, on constate que les langues dépassent les frontières. La littérature, ça va de soi, dépasse aussi les frontières, mais les langues sont souvent aussi des frontières, des limites entre nous. Et mon rôle ici n'est pas évident. Je suis au milieu de 3 femmes très créatrices qui ont eu beaucoup de succès, qui doivent communiquer entre elles. Et ça doit passer par ma personne, pour ainsi dire. Vous savez, tout sera traduit vers l'allemand, mais il n'y a pas de traduction directe entre ces dames ici. Donc, tout se passe donc par l'allemand, mais nous 4, en tant qu'équipe ici, nous devons prendre notre temps. Et je crois qu'on peut agir l'une après l'autre. Et par où commencer maintenant? Je dirais, chez nous, dans notre office multiculturel, mes collègues étaient absolument ravis, m'ont envié un peu. Oh, Rosa Montero, lorsque nous, on était en Espagne, elle était très importante pour nous. Dacia Marraine, c'est vraiment l'icône de l'Italie. Donc, moi, on m'envie vraiment dans l'office multiculturel. Et j'aimerais commencer par la collègue à ma droite, Natasia Martin. J'espère que vous êtes d'accord. Elle a publié donc sa propre œuvre. Non, c'est pas sa propre œuvre. La première publication, c'était une étude scientifique. Vous êtes anthropologue. En 2016, vous avez publié une étude sur la population indigène de l'Alaska. C'est pas tout à fait correct, mais c'est pas faux non plus. Le livre dont on parlera, c'est votre première publication littéraire. La maison d'édition Mattes et Seitz dit qu'il s'agit d'un roman. Ça a été traduit aussi, ce livre de Claudia Kaltscheuer. Et ce qui me réjouit beaucoup parce que j'apprécie beaucoup les plusieurs langues. Et on voit aussi le nom de la traductrice sur le titre du livre.
Ça, c'est tout à fait inhabituel. La maison d'édition française a choisi un autre cover, des schémas qui semblent comme si on avait gratiné dessus. Mais c'est différent parce que par rapport à l'original français, il faut vraiment regarder de près. Vous voyez ceci de loin, mais lorsqu'on a cette image devant l'œil directement, c'est voulu. On trouve donc croire au fauve et on voit ici une gueule, un ours. Et c'est vraiment comment on veut que les gens comprennent ceci. Une femme vraiment ici dans la gueule de l'ours et elle a survécu. C'est donc vraiment un fait inouï, quelque chose inouï. C'est une nouvelle, on dirait. Mais ça, c'était du vrai, c'est pas de la fiction, c'est du réel. Et c'est comme cela que j'ai donc connu ce livre. Et ma thèse, c'est plutôt vous, Natasia Martin, vous écrivez à un endroit, et j'aimerais citer, malheureusement, les interprètes ne disposent pas des citations exactes. Donc, on essaie de suivre sans connaître le texte original. Voilà, vous avez donc écrit que vous venez de la gueule d'un ours, que vous revenez de la gueule d'un ours. Le reste, une énigme. Et je pense votre livre tourne plutôt autour du reste, de l'énigme. C'est pas l'événement, c'est pas cette rencontre qui est au centre de votre livre. On dit souvent qu'il s'agit d'une autobiographie. Vous parlez en première personne, le moi. Est-ce que le moi, le je suis, est-ce que c'est vraiment autobiographique ou est-ce que c'est plutôt un personnage littéraire? Est-ce que c'est plutôt un personnage épique? Ou est-ce que c'est vraiment autobiographique? Ok, merci. Oula. Je suis ravie d'être là d'abord. Comme vous l'avez dit, en fait, je suis d'abord une chercheuse. J'ai travaillé avec une population de chasseurs-cueilleurs évènes au Kamtchatka au moment où cet événement, cette rencontre avec l'ours a eu lieu. Et évidemment, je m'y attendais pas et on peut dire que je me suis un petit peu... Je savais pas trop quoi faire de cette histoire, en fait. J'étais en train d'essayer d'écrire un ouvrage scientifique sur la manière d'être au monde de ces personnes qui vivent en forêt au Kamtchatka et cet événement a un petit peu tout bousculé et je me suis demandé comment restituer ça. Évidemment, je ne voulais pas faire du sensationnel, ça ne m'intéressait absolument pas. Et je me suis dit peut-être qu'une manière de faire, c'est de se servir de cet événement comme d'un os autour duquel tourner pour redérouler des cosmologies, des manières d'être au monde qui se font face, qui se comprennent pas forcément, et donc de démultiplier les points de vue en fait autour d'un mystère en fait, autour d'un événement extraordinaire qu'on avait du mal sur lequel il était difficile même pour moi en fait de mettre du sens et de clore le sens. Jetzt ist es ja so. Eh bien, après un tel événement, et même si cela ne s'était pas passé avec l'ours, vous êtes une chercheuse qui s'en va au Kamtchatka, à la fin du monde pratiquement, et donc qui a vécu dans toutes ces situations et qui a vécu des événements qui ne sont difficilement imaginables pour nous. Et maintenant, à tout ceci s'ajoutent
l'histoire de l'ours, eh bien, ce moi épique qui est décrit dans ce livre, et ce moi épique s'en va donc dans le désert, et vous êtes ici et vous êtes sur un podium littéraire. Vous y avez été hier, vous serez demain. Et vous, en tant qu'ethnologue, est-ce que vous trouvez donc cette scène littéraire un peu bizarre? Oui, je trouve ça bizarre, mais en même temps, je suis quand même habituée à des podiums académiques qui, eux aussi, ont leur grande bizarrerie. Je dirais que la raison pour laquelle je suis là et que je continue d'y croire, entre guillemets, c'est que j'ai vraiment utilisé dans ce livre la littérature comme un outil politique pour dire des choses sur ma propre discipline qui était l'anthropologie et essayer de faire bouger des lignes. Et notamment, je crois qu'il est possible de faire passer des idées très complexes sans en passer par ce qu'on appelle généralement la vulgarisation, c'est-à-dire de simplifier des idées trop compliquées pour le commun des mortels, qu'en utilisant des mots bien choisis et très ciselés, on peut toucher un plus grand nombre de gens par des processus de résonance et donc en fait partager les savoirs qui nous ont été donnés de contacter. Donc c'est la seule chose qui me tient à l'heure actuelle, cette envie de partager d'autres manières d'être au monde avec mes contemporains humains. Voilà. Damit beschreiben Sie ja. Ainsi, donc, vous décrivez, vous avez vraiment écrit, et vous et nos deux auteurs qui connaissent très bien, où on a vécu quelque chose, on a une reconnaissance, on arrive dans un processus créateur, et bien on le crée, et donc après c'est publié, voilà, et ça devient un livre, et donc après donc on l'utilise, donc ce salon du livre. Eh bien, je pense que c'est également une manifestation commerciale, si j'ose m'exprimer ainsi. Et Nastasia Martin, je pense que vous, eh bien, j'ai trouvé une autre citation dans votre livre, et ça n'a rien à voir avec donc cette scène littéraire, comme je l'ai donc décrit, par exemple, des situations de création, des situations créatrices. Vous dites un ours et une femme. Ça, c'est un événement, c'est déjà trop. C'est trop pour, eh bien, ne pas devoir se mettre dans un système de pensée. Trop pour donc ne pas être instrumentalisé ou alors d'être intégré. L'événement doit être transformé pour devenir acceptable. Eh bien, il faut qu'on le mange et digère pour donner un sens. Pourquoi? Parce que c'est trop terrible, trop dramatique, parce que ça dépasse tous les cadres donc de ce qu'on peut comprendre. Voilà, je pense dans les critiques donc qui ont été écrites sur votre livre, est-ce que donc vous ressentez cette même chose, ce même élément? Je suis pas sûre d'avoir totalement compris la question, mais en tout cas, oui, la posture du livre, c'est de ne pas se fermer dans une signification, une symbolique a priori d'un événement qu'on a du mal
qu'on a du mal à saisir, c'est comment on fait face à des situations incertaines, instables, qui débordent le sens commun. Et évidemment, ma rencontre avec l'ours, c'est une situation comme ça, mais à l'heure actuelle, on est tous confrontés et de plus en plus à ce type de situation. Et donc, en fait, l'idée de croire aux fauves, c'est vraiment de refuser obstinément de devenir dogmatique sur quelque chose qui déborde nos catégories d'interprétation. Et donc, que fait un anthropologue quand il cherche à comprendre un objet? Il n'a de cesse que de décaler la focale, que de décaler la perspective pour multiplier les points de vue. Et ça ne veut pas dire qu'à la fin, on sait ce que c'est que ça, mais disons qu'on a tourné autour et qu'on en a une vue un petit peu plus riche, un petit peu plus diverse et plus intéressante du coup. Vous, Rosa Montero, eh bien, vous n'avez pas pu lire encore ce livre parce que je ne pense pas qu'il y a une traduction espagnole, oui, une traduction anglaise. Bon, voilà, le livre sera donc traduit vers l'italien. Eh bien, tous les journaux donc essentiels en Allemagne ont dit que c'était un très bon livre. Eh bien, regagner une identité lésée. Eh bien, après 20 pages, par exemple, je me suis dit que c'est vraiment un des meilleurs livres que j'ai tenu entre mes mains, pas uniquement à cause de l'histoire avec l'ours. C'est littérairement parlant, ce n'est pas tellement important donc de savoir si ça s'est vraiment passé, mais dans la littérature française, eh bien, ce qui m'a fasciné tellement, eh bien, c'est un livre laconique, si j'ose m'exprimer ainsi, et même dans les premières pages, là, avec chaque phrase, avec chaque paragraphe, eh bien, vous attaquez donc de nouveaux sujets. Il s'agit de la politique, du pouvoir, la vie, la mort, l'identité, reconnaissance, mythe, professionnalité, rivalité, donc une relation entre la mère et la fille. Eh bien, je me suis demandé, eh bien, combien de temps vous pouvez véritablement le supporter, donc d'attaquer de nouveaux sujets dans chaque paragraphe qui sont quand même liés les uns aux autres. Et moi, quand j'ai lu donc les 30 premières pages, donc là, vous avez changé votre manière de raconter et vous arrivez à un nouveau niveau. Et moi, j'ai pensé que voilà, vous posez la question, comment dois-je me positionner, comment je dois écrire. Vous dites, je suis chercheuse, je le comprends. Eh bien, vous dites à un autre endroit, voilà, aujourd'hui, j'ai compris quelque chose de très important. Maintenant, donc, je vais me tourner vers les deux autres dames. Voilà, Rosa Montero, vous n'êtes pas chercheuse, vous n'êtes pas scientifique, mais vous êtes vraiment une journaliste extrêmement importante en Espagne et nous étions ravis de vous avoir ici aujourd'hui sur notre podium. Et quand nous avons parlé, donc, eh bien, vous inventer ou comprendre la réalité. En tant que journaliste, eh bien, vous pouvez le faire, donc, mais quand vous êtes auteur, quand vous écrivez, quand vous êtes écrivaine, est-ce que vous faites quelque chose d'une manière différente? Est-ce que, eh bien, vous préférez donc la reconnaissance ou alors c'est donc la fiction de la narration?
Tout d'abord, je veux dire à quel point je suis ravie d'être aujourd'hui ici à l'Institut Cervantes. Et Armin, je dois te dire que je ne t'ai pas connu jusqu'à présent, mais vraiment, tu es véritablement arrivé, que nous sommes tous vraiment très tendus de trouver des réponses donc à ces questions. Et Nastasia, nous n'avons pas fait connaissance avant, mais je suis vraiment très curieuse de lire ton livre et de savoir comment donc cette rencontre avec l'ours a été pour toi. Eh bien, Dacia Maraini et moi, nous nous connaissons déjà depuis très longtemps, et Dacia Maraini, elle est une des écrivaines les plus importantes en Europe. Moi, je suis journaliste et moi, j'écris en tant que journaliste. Bien sûr, vous pouvez faire du journalisme pour la radio ou pour la télévision, mais pour moi, c'est véritablement aussi une forme littéraire comme toutes les autres formes littéraires. Par exemple, quand on parle de Capote, eh bien, donc, il faut dire qu'il est extrêmement important que vous, quand vous êtes auteur ou écrivain, vous devez exactement savoir dans quelle zone vous vous trouvez. Eh bien, donc, le journalisme et donc il faut vraiment connaître quelles sont les règles qui sont valables pour quel genre. Il faut les connaître, ces règles, et si on les connaît bien, on peut très bien écrire. Journalisme et la fiction, ce sont deux choses différentes. Journalisme, là, il faut véritablement s'exprimer d'une manière très précise pour que tout le monde puisse vous comprendre. Et donc, ça, c'est vraiment l'œuvre journalistique que vous produisez. Dans un roman, ça peut être tout à fait différent. Eh bien, un roman peut avoir davantage de fiction, plusieurs significations, etc. Dans un roman, par exemple, vous pouvez décrire donc un bois, une forêt qui ne représente, qui n'est pas comme une vraie forêt. Eh bien, des écrivaines qui écrivent, qui ont déjà écrit en tant qu'enfants ou en tant que jeunes gens, ont commencé à écrire donc des histoires. On a tout de suite compris ou rapidement compris qu'il est très difficile de gagner sa vie. Donc, Rosa Montero, eh bien, vous avez cité donc, c'est-à-dire donc écrire avec donc avec des significations différentes. Vous, Nastasia Martin, vous dites que vous n'allez plus donc écrire dans deux cahiers de notes de couleurs différentes, mais que vous allez écrire dans un seul cahier. Eh bien, qu'est-ce que c'est donc qu'est-ce que c'est? Oui, équivoque ou non. Alors l'autre, ce que vous avez dit, l'autre aspect que vous avez dit, il faut comprendre les règles donc d'une catégorie pour pouvoir bien écrire. Dacia Maraini, vous, eh bien, vous êtes très connu, mais vous êtes également connu pour vos romans, historiques. Donc la Duchesse muette, nous la connaissons, nous connaissons cette œuvre, mais eh bien, à quel point donc est-ce important pour vous en tant qu'auteur? Qu'est-ce que c'est donc pour vous important d'avoir donc vraiment décrit d'une manière correcte une situation? Ou faut-il décrire très exactement, ou dites-vous non, c'est égal, c'est autre chose? Bon, je pense en fait que chaque roman, chaque récit est une vision, est quelque chose qu'on invente. Il n'y a pas l'histoire anonyme, nous ne parlons pas de mathématiques, nous parlons toujours d'une interprétation. Au-delà de ceci,
L'histoire est toujours racontée par ceux qui sont des vainqueurs, qui ont gagné. Notre ami ici, notre collègue anthologue, sait que les Étrusques, par exemple, on les connaît peu, mais c'était un peuple tout à fait extraordinaire. Et les Romains, ce sont les Romains qui ont gagné et ce sont les Romains qui ont défini l'histoire. Et pour les femmes, c'est pareil. L'histoire du monde a été racontée par les hommes, pas par les femmes. Il manque toujours la vision féminine parce que l'histoire est toujours une question du regard qu'on jette sur elle, de la vision qu'on se fait. Donc l'histoire n'est pas une vérité absolue, mais c'est toujours une interprétation. Et lorsque je raconte du XVIIIe siècle dans mon roman, dans le petit roman Trio, par exemple, là, je donne bien sûr aussi ma propre interprétation et c'est cette interprétation qui m'a beaucoup intéressée, un livre sur l'amitié entre femmes. Cette amitié entre femmes a toujours été quelque chose de négatif. C'est comme ça qu'on l'avait considéré. Il y a souvent l'histoire symbolique entre hommes, par exemple, mais pas entre femmes. Donc, pour moi, cette représentation symbolique de l'amitié féminine n'existe pas. Et moi, je voulais juste raconter cette amitié entre femmes. Et je voulais aussi, et là, je suis d'accord avec vous, parce que mon père est anthropologue. Et pour moi, ce qui importe, l'anthropologie est quelque chose de très important. Et je voulais donc raconter cette amitié et aussi intégrer les faits historiques, c'est-à-dire arriver au monde moderne. C'est extraordinaire, on voulait créer un monde juste. Et lorsqu'on voit cette verticalité, on a souvent ici ceux qui règnent et les autres qui servent. Au XVIIIe siècle, on commence par cette révolution et cette révolution française, elle arrive. Donc enfin, en France, ces deux femmes restent amies parce qu'elles croient en l'humain et elles lisent aussi Rousseau et autres écrivains, donc elles sont au milieu de cette histoire. Et c'est pour cela que je voulais raconter cette histoire de cette manière, mais bien sûr, il s'agit toujours aussi d'une interprétation, sans doute. Voilà ici les allusions philosophiques aussi dans votre livre. Là, je l'ai remarqué dans votre roman, mais vous avez aussi cité deux choses ici que je peux mettre en relation avec ce qui a été dans vos livres sur le XVIIIe siècle. Vous parlez donc du transfert, de transition du monde féodal à la modernité. Ceux qui lisent vos livres savent, par exemple, il y a cette transition de l'époque de Franco vers la démocratie. Donc ça, ce serait un élément commun. Mais qui écrit sur qui? Et avec quel droit et de quelle perspective? Ça, c'est aussi une question de l'anthropologie. Est-ce que les Inuits écrivent sur eux-mêmes ou bien est-ce qu'il y a des gens qui arrivent chez eux pour écrire sur ce peuple indigène? Mais tout d'abord, j'aimerais revenir sur le point de ne pas uniquement parler de fiction ou des faits corrects, mais plutôt parler de l'outil de l'écrivain et de l'écrivaine, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut vraiment créer la fiction. Et là, Rosa Montero, vous avez dans un de vos livres un passage qui m'a vraiment sauté à l'œil. Et il y a
a pas encore de traduction allemande, mais bien sûr, on aimerait bien voir cette traduction l'année prochaine. Dans votre livre sur un mode de sauver le monde, c'est un livre très intéressant. La maison d'édition a dit que c'est un roman sur une grande ville. C'est aussi un genre de thriller, mais il y a plusieurs niveaux dans votre écriture. Le point culminant de votre livre, c'est une attaque terroriste, un acte terroriste. Quelqu'un meurt donc dans le cadre de cet attentat et maintenant quelqu'un qui raconte qu'il est vraiment dommage que l'homme qui était assis à côté de l'attentat, c'était l'ancien l'homme, le vieil homme qui a enterré la femme de Mathias. L'homme a déjà pensé que, bien sûr, son tombeau n'était pas loin. Ce croque-mort, c'est vraiment un hasard, mais le pauvre type avait vraiment pas de chance au début de cette histoire. Il entrait donc en scène. Et ceux et celles qui racontent aiment des trucs et aiment des structures en forme de cercle et de symétrie. C'est donc quelque chose qui nous semble tout à fait humain parce que déjà, les hommes de Cro-Magnon, par exemple, ont déjà créé des colliers harmoniques avec des proportions bien équilibrées, ou bien l'ensemble de l'univers voulait déjà la symétrie, comme disait Paul Kammerer déjà dans sa loi sur les séries du hasard. Et même, on pourrait dire que Dieu, s'il existe, il est peut-être quelqu'un de fou qui aime raconter des histoires et qui a un penchant vers les structures rondes, donc sous forme de cercle. Donc, j'espère que vous avez dans la traduction retrouvé un peu le texte. Mais il s'agit donc de créer quelque chose et une vision du monde. Il y a... Bon, voilà, applaudissements pour nos interprètes. Mais il y a quelques points intéressants. Armin, tu as parlé de la science. Moi, je ne suis pas femme scientifique, mais je trouve la science très, très intéressante et j'aimerais intégrer quelques faits scientifiques dans mes livres. Dans ce livre, donc comment sauver, mode d'emploi pour sauver le monde, j'ai donc intégré quelques aspects scientifiques. Je l'ai au moins essayé. Il s'agissait donc d'un homme scientifique qui a fait des recherches au début du XXe siècle. C'était un Autrichien. Il s'est malheureusement suicidé parce qu'on a découvert que lors de quelques expérimentations, il avait quand même truqué. Donc, pendant toute sa vie, il a étudié les structures du hasard. Il avait publié un livre où il a présenté une théorie, une loi générale comme la loi sur la gravitation. Et il a dit qu'il y aura des lois sur le hasard aussi et qu'il existe des lois universelles. Donc, on m'a dit que c'était très original. On n'a pas dit que mon idée était absurde, mais ce caractère dans ce personnage de mon livre, il avait manipulé donc ces essais scientifiques
Et les hasards sont toujours quelque chose qui nous console. Donc, lorsqu'on les met au milieu du chaos que nous vivons tous dans notre monde qui nous entoure, dans notre existence, et je crois que nous, écrivains et écrivaines, nous sommes souvent attirés par les hasards. Moi, en tant qu'écrivaine, je trouve que la structure joue un rôle essentiel parce que la structure donne de l'ordre au monde. Et dans nos romans, nous pouvons donc essayer aussi de créer un ordre pour ce monde qui nous entoure, parce qu'il y a toujours le début et la fin d'un roman. Tout ça, c'est sûr. Mais lorsque vous êtes arrivé à la fin de votre roman, vous fermez votre livre. Et je crois que c'est important. Les romans nous permettent de structurer le monde. Le fragment que tu as cité, là, c'est bien sûr l'aspect humorique qui se trouve là-dedans. Et je crois que c'est quelque chose d'essentiel. Nous avons besoin de l'humour pour comprendre le monde, parce que nous sommes souvent aveugles. Nous nous prenons trop au sérieux nous-mêmes. Lorsque nous approchons le monde avec beaucoup d'humour, c'est important. Voilà. Natasha Martin, est-ce qu'il y a des mots qui vous incitent aussi à, par exemple, le hasard? Moi, je pourrais aussi lire votre livre comme une nouvelle. Est-ce que c'est un hasard? Vous avez rencontré l'ours à un moment où vous ne l'avez pas attendu du tout. Et là, il y a le hasard, il y a l'ordre de l'autre côté. Et le monde scientifique, c'est bien structuré. Le texte que j'ai donc trouvé, c'était la théorie que Dieu penserait dans des structures, dans des cercles. C'est donc quelque chose qui pourrait aussi être valable pour les anthropologues, croire aux fauves. Donc le titre allemand ne reflète pas tout à fait l'original français, mais le titre allemand, bien sûr, mène à des associations, nous incite à des associations. Donc, par exemple, le titre Penser le sauvage de Claude Lévi-Strauss, c'est un hasard aussi. Claude Lévi-Strauss, c'était le professeur académique de votre professeur Philippe Descola. Et lorsque Lévi-Strauss a parlé de cette pensée sauvage, donc c'est donc des structures qui ne semblent pas étrangères, mais une manière de penser alternative. Donc, une possibilité de penser autrement. Votre livre, dans un autre sens, par exemple, pourrait vraiment tourner autour du reste dont vous parlez, de l'énigme. Est-ce que c'est pas un commentaire post-structurel de notre monde moderne, éventuellement? Et là, j'ai aussi trouvé une citation dans votre monde qui est vraiment un défi pour les interprètes qui ne disposent pas du texte. Vous dites que vous écrivez depuis des années sur les frontières, sur les bords, sur les zones liminaires, le monde transitoire, donc un monde où il y a une pensée structurelle qui essaie donc de dissoudre l'interprétation binaire. Donc, une question, est-ce que vraiment c'est une bonne question ou est-ce que je vois ça différemment de ce que vous avez vraiment voulu exprimer dans votre livre? Est-ce que je me trompe lorsque je songe à une telle interprétation?
Non, merci pour cette question. Vous vous trompez pas du tout. Le travail classique de l'anthropologue, c'est d'arriver sur un terrain, d'essayer de se départir de ces préjugés culturels, de l'histoire qu'il porte avec lui, presque engrammée dans son corps, dans ses habitudes, etc., pour essayer de comprendre une autre manière d'être au monde. Et en fait, de venir sélectionner des traits saillants de cette manière d'être au monde pour constituer une cosmologie stable et partageable. Ça veut dire que, oui, évidemment, l'anthropologie, et spécialement l'anthropologie structuraliste de la tradition de Claude Lévi-Strauss, ça a été vraiment de venir essayer de tirer des grands universaux propres à une culture particulière. Et à l'heure actuelle, moi c'est ce que j'ai constaté dans mon premier travail en Alaska, ces cultures stabilisées ou ces cosmologies stabilisées qu'on a voulu quelque part bien encoder sont de fait en train d'imploser parce que les métamorphoses environnementales de toute façon sont telles que le monde lui-même en fait ne fait plus sens. Donc déjà dans le travail de l'anthropologie, pour moi il a été question de comment re-raconter un monde qui de fait est ruiné en fait d'avance et qui ne se présente à vous que par fragments quelque part. Et l'écriture de Croire aux fauves, ça a été aussi un petit peu ça a été d'essayer de coller à la réalité extrêmement fragmentaire d'un terrain qui a vécu une histoire coloniale très violente, qui continue de vivre une colonisation très présente, là que ce soit du côté américain ou du côté russe, et qui vit un changement climatique qui vient complètement faire sortir de leur gonds tous les êtres qui peuplent ce milieu. Et donc comment en fait essayer de coller au plus près à cette réalité-là, c'est un petit peu ce que j'ai essayé de faire en fait en utilisant l'outil littérature que de restituer au plus proche la manière dont tout ça se donne lorsqu'on est sur place en fait. Jetzt, als ich das Buch gelesen habe, quand j'ai lu le livre, j'ai été frappée par cette présence. Et moi, dans mon fauteuil, quand je suis assis dans mon fauteuil, je ne dois pas me lancer dans les dangers où vous êtes trouvé. Ici, à Francfort ou dans nos grandes villes, par exemple, il y a des disciplines modernes, la pensée queer, et bien donc des classifications binaires, et l'homme et la femme, troisième sexe, voilà. Et là, nous nous trouvons dans ce monde de la pensée et nous sommes entrés dans le domaine des métamorphoses. Vous avez parlé dans votre livre de métamorphose, mais également la dédicace du livre, c'est donc à tous les êtres de la métamorphose ici et là, par-ci et là. Alors cette phrase est bien. Donc là, on a pu dissoudre une frontière à tout. Et je pense que c'est vraiment énorme. Et là, tout d'un coup, nous arrivons à un autre verbe dans une autre forme de connaissance, la foi.
la foi, et donc ce n'est pas c'est-à-dire croire aux fauves, eh bien c'est également dans l'original français, on pourrait le cas échéant que nous enfoncer dans cette pensée, parce que Rosa Montero, j'ai trouvé donc une critique sur un de vos livres qui a dit que Rosa Montero, elle risque tout, Rosa Montero, elle risque tout. Mais bon, je le traduirai ainsi pour que nous pouvons donc croire donc au pouvoir des mots et des textes. Voilà, c'est quelque chose qui est extrêmement important pour donc les écrivaines. Quand on ne peut pas croire aux mots, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, donc des mots, ce sont les pensées. Il n'y a pas de pensée sans un mot, n'est-ce pas? Parce que les mots sont quand même extrêmement importants et ont une importance primordiale. Et nous sommes des êtres humains dans ce monde parce que nous utilisons des mots. Nous nous distinguons donc des animaux parce que nous, on parle. Bon, peut-être les animaux parlent aussi, mais c'est pas aussi sophistiqué que notre langage. Et bien, nous pensons toujours qu'on est en deçà donc des animaux, et je pense que le mot, c'est vraiment le moyen de communication le plus important. Les mots sont liés donc aux pensées et donc à la logique. Et comment allons-nous nous confronter avec le monde? Je ne sais pas comment on pourrait donc interpréter le monde autrement, sinon par la pensée et les mots, c'est-à-dire des pensées qui doivent être donc passées. Pourquoi donc dans les dictatures, on est contre les pensées et contre donc contre apprendre, parce que quand vous pensez, c'est une forme de la liberté. Et pour quelques personnes, pour quelques régimes, donc les régimes totalitaires, religieux ou alors politiques, eh bien la donc liberté de la pensée est insupportable pour ces personnes. Eh bien, il faut connaître quelque chose, il faut apprendre quelque chose. Eh bien, on peut apprendre en lisant un livre, des livres scientifiques ou par exemple donc d'autres livres. Voilà ce que tu viens de dire donc au sujet du roman. Je trouve ça très beau, mais je veux ajouter quelque chose. Pour moi, donc un roman donc essaye donc de clarifier donc le mythe de ce qui se passe à l'heure actuelle. Un roman donc doit avoir une certaine longueur. Un roman c'est certainement démontre à quel point donc le temps passe. Eh bien le théâtre est en relation avec le présent, mais un roman eh bien décrit que le temps passe. Pourquoi le temps passe? Où va-t-il ce temps? Et qu'est-ce qui se trouve derrière? Et comment nous sommes donc le temps de l'univers? C'est vraiment donc l'univers, eh bien, c'est extrêmement long et nous comprenons que nous ne savons pas beaucoup sur le sujet du temps. Un roman donc parle donc de la chaîne des événements, et un roman nous décrit comment nous pouvons trouver quelque chose au sujet de notre relation avec le temps. C'est extrêmement important, et là nous comprenons à quel point donc le temps passe. Je serais vraiment je m'intéresserais beaucoup à ce que Nastasia Martin dit entre donc cette séparation entre l'homme et l'enfant, parce que vous parlez d'une identité hybride en ce qui concerne nationalité. Eh bien maintenant je regarde ma montre et je vois que le temps passe, et
Eh bien, celui qui trouve ça intéressant peut prendre le livre et lire le livre. Nous avons encore donc une autre publication parce que les livres, normalement, ces livres dont je parle n'ont pas beaucoup de points communs, mais quand vous regardez une deuxième fois, également, donc on voit que ces livres ont quelque chose en commun quand même. Vous avez utilisé des mots très grands, très lourds, et dans votre livre, il y a donc une scène qui est un point culminant littéraire parce que donc c'est vraiment très comique. Vous devez maintenant vous imaginer la chose suivante. Voilà, vous avez un homme et un homme fait, c'est ce qu'on appelle mansplaining, et alors lui, en tant qu'homme, être humain, homme masculin, il explique le monde aux femmes. Il a un verre dans le nez. Bon, il dit, voilà, pourquoi je parle avec toi, tu pauvre, cette femme innocente, pourquoi je t'en parle? Tu ne me comprends quand même pas. Eh bien, est-ce que tu sais la vie, chère cousine? Est-ce que tu le sais, ce que c'est la vie? Eh bien, je le dis, la vie est vraiment un sommeil donc abruti et sans rêve. Ensuite, avec donc, alors il descendait de sa chaise, il a posé sa tête sur la table et il s'est endormi. Voilà, dans ce passage de Dacia Maraini dans le livre Trio, eh bien nous avons une densité énorme donc en ce qui concerne ces sujets que nous avons discuté pendant les dernières 45 minutes. Mais j'en ai encore autre chose. Que pendant ces 45 minutes que nous avons passées ensemble, nous avons dit, voilà, aujourd'hui nous vivons dans l'Anthropocène. Eh bien, dans cette époque où l'homme influence le caractère de la Terre. Évidemment, c'est une ironie extraordinaire parce que nous avons tous vécu dans nos différents pays qu'un petit virus, eh bien, nous a véritablement donc montré que tout est différent, n'est-ce pas? Covid, hein? Eh bien, vous avez écrit ce livre donc pendant cette période de lockdown ou de confinement. Donc, ces images qui viennent de l'Italie, nous, donc en Allemagne, nous avons été vraiment émus. Je parle de Bergamo, je pense à Bergamo, donc, et ceci a changé notre manière notre attitude. Mais dans votre livre, il y a encore autre chose. Parce que donc c'est Ingrid Eckler qui a traduit ce livre parce que la traduction évidemment nous accompagne à chaque seconde et le livre a donc été publié dans une maison d'édition dans le Tyrol du Sud. Eh bien donc maintenant la question que je pose. C'est un livre qui s'appelle Trio, mais vous voyez deux femmes, donc ce n'est pas un trio, c'est un duo. Le troisième, c'est l'homme qui est entre ces deux femmes. Et la situation, je dirais, est quand même donc une autre chose qu'une relation entre trois personnes. C'est un roman des lettres, eh bien, et là, le 4 avril 1744, une femme écrit à une autre femme. Est-ce que tu sais, est-ce que tu réalises ce que tu me demandes? Je dois continuer à aimer ton mari pour qu'on garde donc un équilibre que tu penses être absolument nécessaire. Eh bien, l'équilibre, la symétrie, n'est-ce pas? Eh bien, maintenant, donc, est-ce que tu n'exagères pas un tout petit peu, chère Agatha? Moi, je vous
voulais donc me soustraire à cet amour, justement pour ne pas déranger la balance et l'équilibre entre toi et ton mari. Mais toi, tu me demandes de faire le contraire pour que tu ne le perdes pas. Est-ce que c'est pas malade? Donc, excuse-moi, je suis vraiment perturbée, je ne sais plus ce que je dois faire. Voilà, ça c'est le sujet de ce livre. Mais quand on échange des lettres, eh bien, ces lettres n'ont uniquement un sens à partir du moment quand on n'est pas ensemble. Alors, la peste, donc à Messine, eh bien, voilà, c'est une situation réelle, historique, et la peste, eh bien, c'est quelque chose qui est très proche de nous parce que nous sommes dans cette situation du Covid qui dure. Mais vous ne parlez pas de la peste, ou c'est pas important, parce que ce roman, qui est un roman de lettres qui sont échangées, donc il y a donc un roman. Au début, il y a une lettre qui est adressée au lecteur ou à la lectrice. Et là, on dit cher lecteur, chère lectrice, quelques mots donc d'explication. Eh bien, comment donc ce roman très court a donc a été né. Est né, pardon. Et bon, vous dites, j'espère que je peux vous transmettre ces sentiments profonds que j'ai ressentis quand j'ai écrit ce livre. Ça, c'est et alors, quels sont les sentiments dont vous parlez? Bon, des sentiments. Il s'agit de l'intérêt pour l'histoire. L'histoire est toujours évidente à la fin. Pardon. Voilà, j'essaie de me brancher ici avec mon câble. Bon, je me demande, ou bien à l'époque, je me suis demandé, est-ce qu'on peut vraiment surmonter si può tollerare, appunto, superare la gelosia? Est-ce qu'on peut surmonter la jalousie à l'aide de l'intelligence? Je pense que oui. C'est très difficile peut-être parce que la jalousie, c'est un instinct. C'est ce que nous avons en commun avec les animaux et c'est un instinct très très fort, enraciné en nous. Mais lorsque les deux femmes comprennent que l'homme qu'elles aiment n'est pas très stable, qu'il n'a pas de stabilité émotionnelle, là j'ai pensé à Ulysse, que nous connaissons tous. Ulysse aime sa femme, c'est clair, mais il veut quand même aller à Ithaca. Il lui faut 10 années. Et entre-temps, il rencontre 2 autres femmes, il a d'autres enfants. Après, il reste encore 3 ans avec une autre femme. Mais les femmes l'aiment. Je pense que lorsqu'on aime une personne, il faut accepter cette personne telle qu'elle. Il ne faut pas vouloir changer cette personne ou bien il faut renoncer à cette personne lorsqu'on ne peut pas le supporter. Mais lorsque nous aimons quelqu'un qui n'est pas stable, qui est très furtif, je dirais, cette personne n'est pas un être mauvais, si vous voulez. Je ne pense pas que cet homme soit malin. Ulysse, on l'aime tous, mais il n'a jamais été fidèle. C'était un homme qui a pris la fuite de l'amour, mais il est quand même revenu vers sa femme Dante, qui avait beaucoup de fantaisie, beaucoup d'imagination. Il a inventé beaucoup lorsque
il a reconnu son fils, donc il remonte à bord de son bateau et il prend la fuite. Il y a des personnalités, des caractères, hommes et femmes, qui n'ont pas de stabilité émotionnelle. Donc, on tombe souvent amoureux de personnes de ce genre. Ces deux femmes se rendent compte qu'elles ne peuvent pas être rivales parce qu'elles sont intelligentes, stoïques et elles comprennent, elles acceptent qu'elles aiment un homme tel quel. On ne peut pas changer cette personne. On l'aime tel quel ou bien on prend la fuite. Donc ça, c'est pratiquement l'essentiel de mon roman. Tatcha, moi, en tant qu'homme, je ne vais pas essayer de commenter votre interprétation d'Ulysse, mais comme il est dû à une grande écrivaine comme vous, nous, trois autres, on pourrait poursuivre cette discussion pendant 4 heures. Je ne sais pas si le public veut suivre cette discussion, mais vous avez donc parlé d'instinct, de quelque chose d'animal, de caractère stable et instable, identité, donc des sujets qui intéressent Nastasia Martin. Et vous avez aussi parlé de personnes honnêtes, honnêteté de Rosa Montero qui a dit dans tout ce monde chaotique, il y a une chose, c'est donc être une personne honnête. Mais pour revenir à votre texte, là, j'aimerais peut-être voir ceci de près. Dans votre texte, il y a un petit truc aussi. Je ne sais pas si c'est voulu ou pas. C'est comme chez Nastasia Martin. On peut lire le livre comme quelque chose d'autobiographique, ou bien je le lis comme un texte. Et votre livre, donc, là, on parle donc, on s'adresse au lecteur, à la lectrice. Et salutations cordiales d'Asia Maraini. Mais on s'adresse pas à moi. La dernière phrase n'est pas que moi je veux remettre ce sens à toi, mais je veux transférer ceci à mes lecteurs et lectrices. Moi, je ne suis pas celui à qui on s'adresse, mais moi, je suis plutôt l'objet de ci. Je ne pense pas que ceci soit le résultat de la traduction, mais est-ce que c'est voulu? Non, vraiment. Sincèrement, ce n'était pas une erreur. Je crois que c'est plutôt l'attitude de la personne qui écrit à quelqu'un qui lit. S'il n'y a pas de lecteur, il n'y a pas de livre. Donc, le livre n'existe que s'il y a des lecteurs. Donc, il y a une relation, un lien entre l'auteur et les lecteurs. C'est une relation de confiance. L'auteur ou l'écrivaine a une relation de confiance avec son lecteur. Moi, je peux essayer de transmettre mes idées. Toi, tu peux réagir, tu peux les accepter ou pas, mais tu dois reconnaître ce que j'ai écrit. Je crois vraiment que c'est un lien de confiance entre l'auteur, l'écrivaine et le lecteur, la lectrice. Ça, c'est la grande force de la littérature, c'est-à-dire faire confiance. On remercie l'autre. Je te connais et je connais d'autres mondes. Toi, tu me connais. Donc, je reconnais parce que le lecteur est nécessaire. On ne peut pas écrire s'il n'y a pas de lecteur. Moi, j'essaie donc de tirer le lecteur dans mon histoire. C'était pas un truc,
mais c'était un acte de confiance, comme un contrat. Je conclus un contrat avec toi parce que toi, tu es la personne à laquelle je veux confier mon histoire. Mais ce contrat doit aussi être rempli par toi, c'est-à-dire tu dois suivre le contrat. Moi, je fais confiance. Toi, tu fais confiance en moi. Et ça, c'est ce que je voulais exprimer par ceci. Dans la théorie de la littérature, il y a aussi celui qui raconte de manière peu fiable. Il y a des écrivaines qui essayent d'anticiper sur les lecteurs. Et Umberto Eco, un grand écrivain, a décrit ceci. Il s'est servi de cette méthode, mais aussi dans le roman d'Agatha Christie. Je ne dis pas quel roman qui serait un spoiler. Qui est le meurtrier? Et c'est celui qui raconte. Ça, c'est l'écrivain. C'est pas toujours le cas, mais pour vous, c'est important de créer une relation de confiance avec vos lecteurs. Là, il faut dire que votre livre, là, il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de faits que nous pouvons souscrire, mais il y a beaucoup de réflexions aussi. Ces deux femmes se servent de beaucoup de noms importants, de personnes de grande renommée: Calderon, Corneille, Molière, Aristote, Rabelais et puis Leibniz aussi. Calderon, Corneille, Molière, Rabelais, oui, d'accord, pourquoi pas, mais enfin, Leibniz, non, monade, je crois, c'est un peu exagéré. Alors, est-ce qu'il ne s'agit pas plutôt ici de vraiment aussi, pas uniquement parler d'émotion, mais également d'une interprétation de pensée? Parce que, par exemple, Natacha Martin, est-ce qu'elle décrit un événement sans dire il est important d'être lu aussi? Bon, je suis vraiment une lectrice passionnée. J'ai appris à lire quand j'étais toute petite et donc j'ai toujours beaucoup lu. J'adore lire et je vis de la lecture. Eh bien, donc, parfois, donc, je suis tombée parce qu'en marchant, donc j'ai lu, j'avais un livre dans ma main et donc je suis tombée. Mais ça m'est arrivé. Mais avant, donc, arriver à une théorie philosophique, eh bien, David Hume, par exemple, qui est ce philosophe, donc, un Britannique, c'était une rencontre extraordinaire par lui, donc, par son truchement, j'ai compris, donc, l'époque. Voilà. Et donc, qu'est-ce que nous savons de l'année 700, par exemple, quand j'ai lu Hume et Rousseau, Voltaire? Mais Hume, c'était vraiment pour moi donc très 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 important, cette force qu'il dit. Voilà, nous apprenons des choses par le truchement de nos sens. Donc avant, on avait séparé donc les choses, donc le cœur et donc le cerveau. C'était vraiment donc noble. Tout ce qui était en dessous, c'était pas noble. Donc le sexe était diabolique. Hume est le premier qui dit non, pour pouvoir connaître quelque chose, il faut tout activer. Alors il faut vraiment donc ça, c'est la grande révolution que Hume a donc déclenchée. C'était vraiment une rencontre, des rencontres donc que j'avais pas avec la même joie, mais bon, les uns et les autres ne m'ont pas tellement plu, d'autres m'ont plu davantage. Mais quand un écrivain m'intéresse, eh bien, je veux lire
tout ce qu'il a écrit. Eh bien, ça m'est arrivé avec Balzac ou avec d'autres auteurs, avec Heinrich Böll, par exemple. C'est donc Heinrich Böll est vraiment quelqu'un que j'aime à la folie. Eh bien, Heinrich Böll est vraiment extraordinaire. Et quand lui, il parle des femmes, eh bien, il est tellement sensible, tendre, et bien, comme d'autres écrivains ne peuvent jamais l'être. Pour moi, c'était une vraie rencontre. Et quand je l'ai rencontré pour la première fois, donc sa lecture, j'ai vraiment tout lu ce qu'il a écrit. Donc, une rencontre, c'est pas quelque chose de philosophique, c'est pas une théorie philosophique, mais pour moi, donc, la lecture, c'est quelque chose, c'est une rencontre. Je dois lire certains livres parce que je dois apprendre, où on me dit il faut que tu lises ça, mais pour moi, il y a des rencontres littéraires qui ont le caractère de l'amour. Eh bien, pour moi, donc, ce sont des auteurs qui sont des philosophes, qui m'ont donné quelque chose physiquement. C'est tout comme si j'étais tombée amoureuse, parce qu'on se sent autrement, on est heureux. On pense, on ressent la joie et l'amitié. Voilà, vous venez donc d'aborder d'autres sujets. Eh bien, mais je pense donc l'esprit d'un côté, l'aspect érotique, donc la rencontre dont vous avez parlé, comme Nastasia Martin dans ce désert exotique, dans notre perspective, bien sûr, Kamtchatka et l'Alaska. Donc, elle s'est enfoncée. Eh bien, donc, je vais maintenant donc abréger. Vous allez dans le XVIIIe siècle quand vous pensez que donc le XVIIIe siècle, c'est quelque chose qui va de soi pour nous, c'est certainement une erreur. Eh bien, vous pensez que ce XVIIIe siècle est plus important pour vous que d'autres époques. Mais pourquoi le XVIIIe siècle? Pourquoi pas le XVIIe siècle, donc? Bon, moi, je pense... Pour répondre à votre question, je pense qu'il y a eu beaucoup de modifications et des changements se sont passés dans le XVIIIe siècle. Jésus-Christ était un grand révolutionnaire. Eh bien, il a changé les bases de la vie, la Bible ou l'Évangile. Ensuite, donc, il y avait la Renaissance, c'était également donc un moment extrêmement important. L'Italie était au centre du monde, plus ou moins. Ensuite, il y avait la Révolution française. Ensuite, donc j'ai encore oublié quelque chose, de dire quelque chose. Il y avait encore donc l'époque donc de la culture provençale, c'était vraiment un changement qui était très important. Et pour nous, Dante, eh bien, vient de cette culture. Et Dante est le premier, eh bien, qui prend la femme et qui en fait un ange, parce que les femmes à l'époque étaient par exemple une propriété comme une chèvre ou une vache. Mais là, ce que Dante a fait, donc, il s'est basé sur cette culture provençale, et pour moi, c'était une révolution exceptionnelle dans le monde de l'esprit et le XVIIIe siècle, donc avant la Révolution française. Eh bien, nous on commence à voir la réalité d'une manière différente. Eh bien, donc, on change du féodalisme jusqu'à de l'idée master and servant, ou alors Dieu qui était le maître et l'homme était l'esclave. Et
pensons maintenant donc au siècle des Lumières, eh bien, pour la toute première fois, on disait que ce n'est pas ces relations donc verticales, où là on nous dit que tous les hommes, tous les êtres sont sur un niveau d'égalité. Donc c'est une révolution pacifique et c'est la pensée de la paix. Eh bien, on peut certainement rejeter. Donc, il y a par exemple des gens qui, évidemment, ont peur de perdre des privilèges. Et voilà, on arrive à la guillotine. Voilà, la Révolution française. Eh bien, donc, on veut changer son attitude. On veut changer donc ses relations avec les êtres humains, les autres personnes, la relation avec les animaux, la relation avec Dieu. Moi, je viens de Sicile. Ma mère, donc, j'ai vécu 8 ans en Sicile, et pour Sicile donc l'année 1700 était vraiment très important. La grande philosophie, la grande architecture, tout ça, ça appartient à cette époque. C'est la raison pour laquelle cette époque est vraiment très importante pour moi. Donc je l'ai compris, cette époque, parce que c'était vraiment un intérêt primordial. Ce que vous avez dit, eh bien, c'est que le XVIIIe siècle est une métamorphose. Je ne veux pas approfondir ceci, mais je pense que maintenant, quand nous avons les livres l'un à côté de l'autre, nous allons pouvoir donc connecter ceci avec Croire aux fauves. Mais nous savons que donc à Francfort, à quel point était la vérité, donc la dialectique du siècle des Lumières. Et le XVIIIe siècle n'est pas uniquement le siècle des droits de l'homme, mais c'est également le siècle du racisme et de la colonialisation. Eh bien, donc, pour les femmes, et donc, elles n'avaient pas les droits de l'homme, et dans et le romantisme qui a commencé comme une pensée sauvage et qui est un précurseur, eh bien, a également sa dialectique. Et cette dialectique, eh bien, je pense que nous l'avons également donc ressenti pendant cette cette période du Covid. Eh bien, donc le XVIIIe siècle dont vous écrivez, que vous décrivez, et la peste qui forme une toile de fond, eh bien pour nous, eh bien c'est vraiment très important. Et donc il y a maintenant, je crois que maintenant que je suis confrontée à une difficulté, et comment je vais faire pour que vous puissiez quitter cette salle un tout petit peu satisfait. Rosa Montero, il faut qu'on attende donc jusqu'à l'année prochaine pour son prochain livre. Et qu'est-ce qu'on fait pour que vous, en tant que public, eh bien, vous n'avez pas pu participer à ces discussions. Et maintenant, donc, j'ai trouvé quelque chose que nous avons vraiment également rencontré, c'est le hasard. Le hasard a voulu que le livre, donc, que j'ai trouvé chez un antiquaire, donc, eh bien, a une dédicace. Und die Person hat es einer anderen. Voilà, donc il y a donc un livre ce livre a été offert à une autre personne, et cette dédicace donc va d'une femme à une autre femme aimée. Eh bien, c'est un poème, Rosa Montero, donc, et voilà. Et maintenant, nous arrivons donc aux racines de notre discussion, que ce que vous, Rosa Montero, que vous avez décrit, une structure de forme circulaire. Eh bien, je voulais, voilà, ça c'est le poème. Donc, ce n'est pas un poème
Voilà donc. Bon, je voulais vous lire une partie de ce poème qu'une femme a écrit à une autre femme. Elle a dédicacé le livre donc à l'autre femme. Eh bien, je voudrais vous poser la question, est-ce que vous pensez qu'on vous a compris? Ou si vous ne croyez pas que ceci a beaucoup de choses à faire, beaucoup à faire avec ce que nous avons discuté pendant 1h30. Alors, le poème est intitulé Retour aux racines. Eh bien, on dit voilà, donc on pourrait être tenté donc de se promener avec un homme, avec un bras fort, mais je préfère donc faire confiance à mes propres forces. Je retourne aux racines. Ça serait vraiment très bien si on avait donc pu donc des pancartes qui me montrent le chemin, mais je cherche ma propre pays moi-même. Et quand on veut m'expliquer avec des hommes avec des mots très importants comment je dois vivre, eh bien je dis non, merci, je retourne aux racines. Mais on essaye toujours d'administrer nos sentiments. Mais maintenant, donc, il faut vaincre donc ces événements et je pense que nous pouvons uniquement vaincre ceci quand nous vivons. Il y a une lectrice qui écrit à une autre lectrice. Pero posiblemente. Ça, c'est beau, hein? Mais elle n'a peut-être pas tout à fait raison, parce qu'il ne s'agit pas d'amour. Le titre de la mort, c'est maître, mon maître aimé. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui est esclave, et ça n'a rien à voir à l'amour. Donc, elle s'est peut-être trompée lorsqu'elle a fait ce cadeau. Elle s'est trompée parce que c'est un maître dont on parle. Hein. Moi, cette soirée aujourd'hui était était vraiment inspirante pour moi et très intéressante. Et nous avons parlé beaucoup de paroles, sens des mots qui donnent un sens. Donc, lorsque ces mots, ces paroles, alors on les met dans un contexte temporel, nous sommes donc ceux qui racontent être homme, Homo sapiens, il sait raconter. Il sait donc vraiment, l'homme est devenu Homo sapiens parce qu'il a raconté des histoires. Nous tous et toutes écrivons l'histoire de notre propre vie. Souvent, nous nous racontons des mensonges. Épicure a dit que ce qui importe, c'est pas ce qui arrive à une personne, mais comment cette personne raconte l'histoire qu'elle a vécue. C'est très intéressant. Il y a une étude très intéressante de l'OMS sur la dépression. Là, depuis, je crois, 2013, il y a une étude sur 34 000 participants. La question qu'on a posée à ces personnes était: quelles sont les raisons qui mènent à une dépression grave? Plusieurs raisons. Par exemple, est-ce que ça a trait à la vie sexuelle, à la position sociale, à la culture, la civilisation dans laquelle on vit? Et en fin de compte, un de ces résultats de cette étude était le titre: d'être veuf ou veuve n'a pas
été un point qui a entamé une dépression. Donc, d'autre part, pour les gens divorcés, c'était identifié comme un facteur de risque. Qu'est-ce qui manque aux personnes divorcées? Qu'est-ce qui leur manque, ce qui ne manque pas aux veufs? On les console. Lorsqu'on est veuve, on peut clore un chapitre, on peut clore le récit. Mais lorsqu'on est divorcé, il y a toujours le ex ou la ex derrière soi et l'histoire n'est pas définitivement terminée. C'est ce que je voulais dire pour clore un peu cette pensée. Merci beaucoup. Sie noch einen weiteren strukturellen Zirkel gemacht. Voilà, encore un cercle structurel que vous avez décrit. Vous aviez cette citation d'Épicure. Il n'est pas important ce qu'on vit. Ce qui importe, c'est pas ce qu'on vit, mais c'est l'histoire qu'on raconte sur cet événement. Et ça revient un peu à ce que j'ai dit tout au début de cette discussion, cette question que donc j'ai posée à Nastasia Martin. Vous trois, vous faites toujours référence à la philosophie antique, vous l'avez dit dans votre livre, et vous avez ici un slogan d'Empédoclès. Et qu'est-ce qui est le slogan ou la quintessence? Et là, je dois peut-être dire votre livre donne 3 slogans, si vous voulez. Et le troisième, donc motoi, motoi en grec. Là, bien sûr, vous citez Ludwig Wittgenstein. Et là, je crois que c'est une phrase qui reflète un peu ce que vous trois ici, vous avez dit. Ce que vous faites en tant que scientifique ou écrivaine, c'est ce que vous, Rosa Motora, dites et faites comme journaliste ou écrivaine sur les transformations de la société et tous ceux qui ont mené un combat d'émancipation et sociaux. Et ce slogan de Ludwig Wittgenstein et comment on paye pour ce qu'on pense? Je crois on paye avec le courage. Donc, ce n'est pas le courage. Là, le courage, je vais tout d'abord dire un grand merci à vous trois d'avoir donc suivi cette discussion. Merci beaucoup aux interprètes. Ein Dank muss auch gehen an die Frauen, die uns. Merci aussi à celles qui ont traduit les livres. Claudia Kalcha pour Nastasia Martin, Ingrid Ikler pour vous, Nastasia, et pour Rosa, c'était Petra Zickmann à l'époque. Und dann bedanken wir uns natürlich bei den Organisatorinnen des Instituto Cervantes, Institut Français, Instituto Italiano di Cultura und das Goethe-Institut Frankfurt, bei der Europäischen Zentralbank, dass sie es hier gefördert hat, und ich noch einmal bei meinen Kolleginnen und Kollegen im Kulturamt, die es auch gefördert haben. Danke, dass Sie mir so geduldig zugehört haben. Was soll ich sagen? Wir sehen uns hoffentlich alle wieder, denn wir sind eine Weltstadt. Danke. Gracias. Muchas gracias. Grazie. Muchas gracias. Gracias a todos.